Alors, aujourd'hui, une rencontre avec le poète Jean-Marie Berthier. Poète, je le dis en introduction, qui était d'abord un fabuleux diseur de poèmes. Amathis et Chloé, au nid dormant de la plus lointaine étoile, et dans l'œil vigilant de la mouette, je te salue, ma descendance bien-aimée. Matisse, petit philosophe en herbe découvrant la vie à foison. Chloé courant à petits pas, après la parole, les yeux gourmands de tendresse. Je te salue, ma descendance, à l'heure où les ombres s'esquivent, à force d'avoir fait du silence leur seul partenaire. Et je m'incline au soleil couchant, vous serrant dans mes bras, alors que vous glissez sur la mousse de l'aurore qui vous attend. Je te salue, ma descendance bien-aimée, mon haut refuge et ma douce certitude. Que la beauté vous habite et vous soit lieu de vie et de grand partage. Que vos yeux jamais ne se lassent d'une fleur des champs, d'une brume sur la montagne, du vaste silence de la mer. La fleur, la montagne, la mer participent de la même vie, de la même beauté. Il peut y avoir dans une fleur un rêve de montagne, une soif d'océan, et dans une montagne et la mer, la modestie d'une fleur. Je te salue, ma descendance bien-aimée qui fait du soir de ma vie un matin merveilleux. J'ai voulu ouvrir cette rencontre par ce poème, rencontre que j'étais dans l'incapacité, j'allais dire émotionnelle, de préparer, tout simplement parce que c'est le poème par lequel s'ouvre le dernier livre de Jean-Marie Berthier, Ne te retourne plus. Pour vous parler de ce livre et puis pour vous parler de cet homme, je veux d'abord vous raconter une histoire toute simple que j'ai vécue avec lui il y a quelques mois. C'était au début du mois de mars 2017. Jean-Marie est venu s'installer 3-4 jours juste à côté de chez moi, dans un petit hôtel, et nous passions une grande partie de notre temps ensemble, dès 7 heures le matin, pour préparer son livre, le soir, les repas, etc. Au programme de ces journées, il y avait aussi des visites à ses amis parisiens. Virginie Segers, la fille de Pierre et de Colette Segers. Pierre Segers, ce grand éditeur qui avait eu une influence absolument décisive sur lui. Colette, qui avait été, après le départ de Pierre, très proche de lui. Et puis d'autres amis. Et entre nous, sur la table du petit déjeuner de ce petit hôtel parisien, des feuilles que Jean-Marie avait sorties d'une valise. Non pas des feuilles, mais des chemises. Des chemises de toutes les couleurs, un peu comme des chemises d'étudiants, dans lesquelles les poèmes étaient classés par thème. Une chose qui m'a beaucoup surpris. Des dizaines de poèmes, peut-être plus de 100 poèmes classés par thème. La première pochette qui est sortie de sa valise s'appelait « L'enfance ». Et puis il y avait la nature. Et puis il y avait la guerre et les maux de notre société. Il y avait la perte et le deuil. Il y avait l'amour et quelques chemises encore. Et Jean-Marie me dit, mon ami Bruno, tout est là, maintenant, à toi. À toi de jouer, à toi de faire. Ce livre-là, je ne vais pas savoir le faire tout seul. Et commence un échange magnifique, poignant, où l'on sentait bien l'un et l'autre que quelque chose de décisif se jouait pour ce, je crois l'avoir lu récemment, 13e recueil de Jean-Marie Berthier. Quelque chose de décisif qui avait à voir avec ce qu'on pourrait appeler les lisières du temps, l'orée de la vie.
comme si la mort était presque toujours invitée dans nos échanges, alors qu'il était plutôt en forme après des années difficiles. Alors, la question que j'ai posée à mon ami Jean-Marie Berthier, que je connais depuis très longtemps, c'est « Mais Jean-Marie, quel type de livre veux-tu ? Est-ce que tu veux un livre architecturé comme une cathédrale, construit avec sa nef et ses côtés, avec ses piliers, avec des poèmes forts et puis différentes articulations, comme on construirait un bâtiment avec plusieurs sections ?» Il m'a dit « Non, non, pas du tout. Non, non, je ne veux pas ça. » Alors, que voulait-il ? Il voulait que l'on retrouve peut-être le désordre naturel de la vie à l'intérieur du recueil, comme une tresse où les poèmes allaient se suivre, non pas comme une collecte de textes mis les uns au bout des autres, dans un ordre aléatoire. Non, non, quelque chose qui ressemblait à la vie, donc c'est-à-dire avec un début et avec une fin. Et donc il nous a fallu trouver tout de suite, avant même de commencer à travailler, le poème qui ouvrirait le recueil et le poème qui fermerait le recueil. Comme une ville, voyez, une ville du Maghreb avec sa porte ouvrant à l'est et puis la porte permettant de sortir vers l'ouest, par exemple. C'est ainsi que nous avons imaginé le livre. Alors nous avons pris tous les poèmes et nous les avons lus ensemble et l'un et l'autre, nous nous sommes dit, mais lui surtout, que ce poème que je vous ai lu devait être le poème d'ouverture. Le poème d'ouverture, c'est-à-dire au fond l'adresse aux enfants, aux petits-enfants, ces deux petits que vous voyez là sur cette photo et qui sont ses petits-enfants et qui ont eu tellement d'importance pour lui, pour des raisons que j'aurai l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Pour Jean-Marie, il était évident que « Je te salue, ma descendance bien-aimée » devait être le poème d'ouverture. Cela signifiait au fond que d'emblée, dès le premier poème, dès la première ligne de ce livre, de ce 13e livre, eh bien, nous sortions d'un cycle pour entrer dans un autre cycle et que le recueil serait le legs d'un poète à sa descendance. Je n'ose pas dire un testament poétique. Non, ce n'est pas un art poétique, un livre comme celui-ci. Il est trop proche des réalités de la vie, mais quelque chose pour après. Des poèmes pour après, tout simplement. Et dans le train qui m'amenait vers vous tout à l'heure, je ne faisais que relire ces poèmes, rien d'autre. Et je me disais, mais ces textes que j'ai lus plus de 40 fois, oui, pour préparer l'édition, et puis depuis, presque quotidiennement, mais je n'en finis pas de les découvrir, alors même que j'en suis l'éditeur. Il y a toujours un poème que je redécouvre en me disant « Mais bon sang, c'est comme si je le lisais pour la première fois. » Le texte n'en finit pas de me dire ce qu'il a à dire. Et de fait, depuis qu'il est parti, bien des textes ont changé de signification. Des textes ont changé de versant. La montagne se lit dans l'autre sens. Nous sommes passés de l'Adret à l'Ubac ou de l'Ubac à l'Adret et d'un seul coup, un soleil, peut-être celui de son absence, éclaire ces textes d'un jour tout à fait nouveau. Puisque je vous ai lu le poème d'ouverture, je voudrais maintenant vous lire le poème de clôture, sachant que le lecteur a toujours la liberté de construire d'autres itinéraires à l'intérieur d'un livre. Demain, je sifflerai les pierres où ne parlent plus les coquelicots. Et des chemins lassés de grandir seuls se rencontreront soudain pour tracer ensemble une tardive étoile de sable. Demain, je sifflerai les vents et que leurs meutes alors viennent manger dans mes mains, ouvertes encore, ne laissant aux oiseaux que le souvenir de leur bec cloué d'azur et d'étonnement sur la tapisserie du temps. Demain, j'aurai retrouvé la légèreté d'un matin de soie, épaules dépliées dans l'air ébloui. Un chant de coquelicot se fera la belle et son rouge baiser marquera mon cou. Alors nous avions notre poème d'ouverture,
est notre poème de clôture. Et puis encore peut-être une bonne centaine de textes sur la table que nous avons passé plusieurs jours à lire et à relire, oubliant rapidement les classifications originelles dans lesquelles Jean-Marie avait préparé son travail. C'est-à-dire que les pochettes ont été ouvertes, elles ont disparu et les poèmes ont retrouvé leur liberté naturelle. Et vous savez, les poèmes, ce sont comme les enfants, sont comme les animaux. Ils viennent se regarder les uns les autres. Et tel poème sur la mort, tragique, s'est trouvé extrêmement heureux d'être à côté d'un poème sur la naissance ou sur l'enfance. Tel autre poème sur le gouffre et les abysses qui sont en nous se trouvait tout à coup merveilleusement équilibré par un poème sur les cimes enneigées et l'aspiration à un air plus pur. Nous savions aussi, en faisant ce travail, que, enfermés dans une bibliothèque, ou même parfois dans les pages d'un livre, ou dans une pochette, les textes n'existent pas. Qu'il faut, pour qu'ils existent, non pas seulement un assemblage à l'intérieur d'un livre, mais il faut un lecteur, il faut une voix, il faut un corps, il faut une rencontre vivante. Cet après-midi, ces poèmes vont exister, mais il y a une heure, ils n'existaient pas enfermés dans leur livre. Ce que je veux dire, c'est que sur la table de petit déjeuner, dans cet hôtel parisien, pendant 3 jours, eh bien, les poèmes de Jean-Marie Berthier ont joué à saute-mouton. C'est une image qui lui plaisait bien. Et les pochettes se sont ouvertes, donc comme on ouvre un enclos, les textes ont retrouvé le désordre apparent de la vie. Quelque chose de profondément vivant, vital, et dans une espèce d'urgence. Et il y avait là, donc, je me répète un peu, mais ce goût de la rencontre inédite, des rapprochements incongrus, de ce qu'on pourrait appeler une présence gré à gré, avec des poèmes que nous n'avons jamais considérés comme des objets ou comme des textes littéraires. Non, non, le poète est celui qui prend le texte pour ce qu'il est, c'est-à-dire un organisme vivant, absolument. Comme l'éditeur ne considère jamais qu'il est dans une relation d'interlocution exclusive avec un auteur. Non, c'est toujours une sorte de mariage à 3. Il y a l'auteur, l'éditeur, il y a le livre, qui est considéré comme une personne à part entière. Et même au-delà de la personne, puisque le livre va survivre à son auteur et que le poème sera comme une flèche qui traverse l'espace et le temps. Parce qu'on ne sait jamais, lorsqu'on écrit un poème, et ça c'est valable même si on a 10 ans ou 15 ans et qu'on écrit son premier poème, on ne sait jamais jusqu'où ce texte ira. On ne sait jamais qui lira ce texte, quelle paroi ce texte va traverser, quel mur il va percuter, quelle fenêtre il va briser pour aller vers cet ailleurs que représente toujours l'autre, le lecteur. Le lecteur qui n'est pas seulement un ami connu. Les lecteurs sont aussi des amis inconnus, mais qui vont tous, évidemment, apporter une contribution au poème. De temps à autre, Jean-Marie Berthier, ses jours de travail au tout début du mois de mars 2017, eh bien, de temps à autre, il prenait un stylo dans sa poche et il continuait le travail d'écriture. Rayures, bifures, ratures, notes dans la marge. Et puis de temps en temps, un trait de crayon courageux, décisif sur un texte. Non, pas celui-là. Ce texte, non, il est trop faible, ou bien un peu comme un menuisier, voyez, qui aurait ses planches avant de faire l'ouvrage et qui dirait « Non, toi, ma belle, avec ce nœud, avec cette courbe, tu n'es pas bonne pour l'usage que nous voulons en faire et nous te laissons de côté, mais tu serviras plus tard pour autre chose. » Donc au fond, voilà l'auteur en train de
d'équarrir un vers, de raboter une strophe et de se comporter en menuisier. Et le voyant faire, eh bien, je pensais à ce poème de Guy Wick que j'avais eu la chance, le bonheur de publier il y a quelques années lorsque je dirigeais les éditions Segers. C'est un recueil qui s'appelle Terre à bonheur, envie de vivre, où Guy Wick justement compare le poète et le menuisier et il dit, j'ai vu le menuisier tirer parti du bois. Moi, j'assemble les mots et c'est un peu pareil. Alors, je trouve ça magnifique. Hein. Moi, j'assemble les mots et c'est un peu pareil. C'est une façon de nous dire que le poète est au fond un artisan du langage. Ni plus ni moins. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter avec Jean Rousselot, un poète que Guy Wick connaissait et que Jean-Marie Berthier aimait beaucoup, que écrire n'est pas une fonction plus noble que d'apporter à boire aux laboureurs, c'est ce que disait Jean Rousselot, ou bien de raboter une planche ou de construire un mur ou de faire le pain. Mais disant cela, on veut bien faire entendre aussi que si cette fonction n'est pas plus noble, elle n'en est pas moins utile à notre société. Et puis, dans la main d'artisans du langage, eh bien, des paysages étaient en train de naître. Des paysages de la mémoire, des silences. Lorsqu'on est éditeur, parfois il faut se taire pour laisser les choses advenir. On sait que le poème laisse entendre ce que les mots ne disent pas, que le poème est un texte suffisamment inachevé pour que le lecteur puisse lui apporter sa contribution, que le poème est comme un enfant qui vient de naître en fait. Il ne demande qu'à grandir, mais il grandira dans une autre vie qui n'est pas celle que l'auteur lui donne, mais celle que le lecteur lui apportera. Jean-Marie Berthier avait une conscience aiguë de ce nécessaire inachèvement du poème. Je crois, on n'en a jamais parlé, c'est dommage, c'est toujours après coup, on se dit, voilà, on aurait dû parler de ça, mais je pense que, comme moi, il avait la conviction, la certitude que le poème était le lieu, l'espace démocratique par excellence. C'est-à-dire un espace de texte, de mots, de signes, de sens, qui a besoin de l'interprétation du lecteur ou de l'auditeur. Un texte qui est suffisamment ouvert et offert à l'autre pour accueillir une diversité de paroles et de pensées. Ça, je crois que c'était absolument au cœur de sa vie, de sa manière de concevoir la poésie et de l'écrire. Autrement dit, pour un poète comme Jean-Marie Berthier, mais je pourrais le dire de tellement d'autres, le seul risque pour le poème, c'est le trop de mots. Le travail de relecture que l'on fait avant de publier un livre, ça consiste toujours à gommer, à effacer, à élaguer, à enlever, à aller chercher ce vide nécessaire pour qu'un plein apparaisse. C'est une leçon, par exemple, qui est celle qu'un François Tcheng, qui était un grand ami de Jean-Marie Berthier, nous donne, ce rapport entre le vide et le plein. Encore une fois, le poème laisse entendre ce que les mots ne disent pas. C'est là qu'est sa grande ressource. L'essentiel se joue en creux et non en plein. Le poème accueille l'autre, comme celui qui l'écrit l'a aussi accueilli en lui. Donc il y a là une espèce d'alliance avec le lecteur, ou avec l'auditeur ou l'auditrice. Une alliance nécessaire. Ce n'est pas simplement un effet de communication. C'est quelque chose qui, comme un corps qui se creuse dans l'amour, ou un corps qui accueille, comme une main qui s'arrondit pour accueillir une autre main. C'est ça le poème. C'est un espace qui reste ouvert et offert à l'interprétation d'autrui.
Et l'interprétation d'autrui, c'est une parole qui vient féconder, qui donne un sens. Et voyez, ce dont je parle, c'est tout simplement de l'esprit de résistance du poème, parce que c'est précisément cela qui fait qu'un poème peut traverser le temps sans prendre une ride. C'est la raison pour laquelle nous pouvons lire des textes de Sappho de Méthylène. Mon Dieu, quand a-t-elle vécu? Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, peut-être 8 siècles avant Jésus-Christ. On lit ces fragments aujourd'hui, les seuls fragments qui nous restent, et on les trouve, alors même que ce ne sont que des fragments de poèmes perdus, d'une incroyable modernité. On a l'impression que ce sont presque des textes écrits par des auteurs d'aujourd'hui, et ils ont traversé tout ce temps. Le dépouillement du poème garantit justement sa capacité à perdurer. Et le poème résiste presque au sens électrique du terme, c'est-à-dire qu'il va produire en incandescence lumineuse. Il est probablement le texte qui produit le plus d'incandescence lumineuse dans la littérature. Je parle du jour, je parle de la nuit, et cela me ramène directement au poème de Jean-Marie Berthier. Ne te retourne plus. Le soleil est désormais l'ombre de ta vie. Ne t'arrête pas, ce feu tranquille brûlerait tes dernières forces. Ne dors que debout pour entendre encore l'histoire qui tremble. De n'être plus lecture à haute voix des cigales assoiffées de lumière. Imagine alors le déhanchement des astres qui peuplèrent ta vie, à l'heure bleue où la terre se retire avec élégance. Ou bien encore, Cigale, à Paul Gréco. J'ai entendu les cigales, elles sciaient du bois bleu dans la forêt de mes mains. Et le vent soulevait une oreille au passage de l'oiseau sans âge qui arrêtait le temps de son cri. L'air était le cercle parfait, roulant sur ma peau sans jamais le toucher, et le soleil partageait la terre en longs rectangles assoupis, au pied des oliviers repus de silence. À un moment donné, dans nos échanges et dans toutes ces feuilles qui étaient devant nous, je dis à Jean-Marie, mais et ce poème que tu m'avais donné il y a quelques années et que nous avons publié dans la petite anthologie intitulée Chants du métissage. Il me dit, ce poème, mais non, ce poème ne peut pas entrer dans le livre. C'est un texte que j'ai écrit pour un adolescent qui était un peu en souffrance. Lorsque j'animais des ateliers d'écriture à Bourg-Saint-Maurice ou à Chambéry, je ne sais plus. Ce garçon en classe de 3e, c'est pour lui que j'ai écrit sur un coin de table ce poème. Mais est-ce vraiment un poème? Est-il de qualité suffisante pour être publié? Je vous le lis, et vous comprendrez pourquoi j'ai tenu à ce que ce texte figure dans le livre. M. Je dis au passage que Jean-Marie Berthier a vécu pendant très longtemps dans un lieu-dit qui s'appelle la Côte d'Aime. Et voyez, il a suffi que je prononce le mot « M » alors que j'ai déjà lu ce texte des dizaines de fois, pour me dire que probablement il jouait aussi sur son lieu de vie. M. Lutte et de toutes tes forces contre la terre quand elle devient houle et déferle en orage sur le village des hommes. Ne te bats pas contre les hommes. Lutte avec ton cœur et tes bras contre la mer lorsqu'elle dévore la terre et prend la couleur du fer sur le sable où les hommes se sont aimés. Ne te bats pas contre les hommes. Lutte
avec ton esprit, lutte avec ton âme contre les monstres de l'injustice qui font de l'homme un enfer. Ne te bats pas contre les hommes. Lutte et ne baisse jamais la garde contre l'épouvantable bête qui accroche à la peau des hommes une étoile de couleur. Ne te bats pas contre les hommes. Aime la terre lorsqu'elle bleuit sous tes pas, aime la mer lorsqu'elle est verte de toutes les espérances, célèbre leurs noces en chantant, aime les hommes sans faire semblant. Les arbres qui se dressent dans le ciel ne font pas semblant, ni les fleurs qui sourient dans les champs, ni le soleil qui te regarde grandir, ni la nuit qui te donne le silence comme une eau fraîche. Bats-toi, oui, bats-toi contre la bêtise et la médiocrité, bats-toi contre la haine et bats-toi contre l'indifférence qui fait des hommes des pierres. Alors seulement regarde-toi dans la glace, le temps de repartir. Aime ce monde qui de toutes ses forces et de tout son cœur te supplie de l'aimer. Voilà, Jean-Marie Berthier, c'était quelqu'un qui, le plus souvent, je crois, écrivait un poème comme on écrit une lettre à quelqu'un. Ce quelqu'un, ce pouvait être une personne qui jouait un rôle majeur dans sa vie, mais ce pouvait être aussi un malade croisé dans un couloir d'hôpital, un garçon de 15 ans en pleine rébellion, un ami dont il avait perçu la détresse, un enfant dont le sourire l'avait ému jusqu'aux larmes. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que derrière chaque poème, il y avait une adresse, une intention, une main tendue vers une autre main. Et vous savez, je l'ai déjà dit peut-être ici, mais je vais le répéter, on voit bien que écrire, c'est toujours une forme très intime de rapport aux autres. C'est une forme singulière d'insurrection personnelle ou une utopie personnelle. Et le fait d'éditer un poème, le fait d'éditer le poème adressé à ce garçon de 15 ans que je viens de vous lire, et que Jean-Marie disait, mais tu sais, moi c'était juste pour ce gosse que j'ai écrit ça. On n'a pas besoin de le mettre dans un livre. Eh bien, éditer un poème comme celui-là, c'est transformer cette utopie singulière en une force collective. Parce que des dizaines, des centaines, des milliers d'adolescents vont pouvoir se retrouver dans ce poème dans 10 ans, dans peut-être 50 ans ou davantage. Ce texte continuera à creuser un chemin dans la conscience de chacun. Et vous-même, peut-être, si vous avez entendu ce texte, vous aurez envie de le faire découvrir à des plus jeunes que vous, etc. Donc, voilà, c'est ça qui vraiment me semble important dans la relation entre l'auteur et l'éditeur, et c'est ce que nous avons merveilleusement mis en œuvre ces jours-là. Mathis et Chloé, vous vous souvenez, les deux petits là sur la photo. Cette photo, elle a été prise, c'est Jean-Marie qui me l'a envoyée par la poste, parce qu'il n'était pas du tout féru d'Internet. Hein. Voilà, pas du tout. Il me l'a envoyé par la poste, et puis sa fille Anouk me l'a renvoyé. Mathis et Chloé, c'est ces deux petits. Mathis et Chloé, je dis dans un article que j'ai consacré à Jean-Marie quelques mois avant sa disparition, il suffit d'une seule brebis, petite reine, pour que toutes les autres suivent. C'est le premier texte que nous avons attrapé comme ça, en nous disant oui, on doit commencer le livre par celui-ci, et ensuite toutes les autres brebis du troupeau des poèmes se sont mises en ordre de marche, presque naturellement. Alors comment l'avons-nous dessiné, ce parcours? Eh bien comme la vie. C'est ce qu'il voulait, c'est ce que nous avons fait ensemble. Ça nous a pris plusieurs jours et ensuite plusieurs mois encore pour rectifier des petites erreurs, mais en tissant un fil. Après ce poème d'ouverture, il fallait en trouver un autre, et puis un autre, et en faisant alterner le clair et l'obscur, les gouffres et les sommets, les moments de profonde détresse, car il y en a dans ces poèmes, et les moments d'exaltation, les choses
sur l'infime de l'existence, ces miettes de la réalité, et puis ces questions plus métaphysiques qui nous hantent, et qui hantent aussi davantage encore l'homme qui se sent arrivé peut-être dans la dernière étape de son existence. Alors c'est au fond une transhumance que nous avons effectuée, une transhumance à la limite des terres arables, sur des pentes d'herbe rase que le soleil de la lecture est venu réchauffer tout le temps. Parce que travailler avec lui, c'était mettre en bouche les poèmes. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, c'est comme des vignerons qui ne goûteraient jamais le vin qu'ils sont en train de faire. C'est pas possible. Donc, des poètes qui se retrouvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mâchonnent les poèmes, ils les font entendre. Ils les mettent en bouche. Ils les font sonner parfois pour voir, pour chercher les petites dissonances, la répétition qui manque ou la répétition en trop, l'adjectif. On traque beaucoup les adjectifs quand on est poète. On s'en méfie beaucoup. Donc ce jour-là, il y a eu quand même des petits coups de rabot sur certains adjectifs. Et puis, c'est tout un monde qui se met en ordre de marche. Alors le monde des oiseaux, les pierres, les lacs, les rivières, toutes sortes de paysages, en été, en hiver, les saisons, les amours blessés, les souffrances intimes. Jean-Philippe et Mireille, il faut que leur nom soit prononcé au moins une fois, ces deux enfants disparus, parce que le grand drame de la vie de cet homme, c'est d'avoir perdu à quelques années d'intervalle dans des conditions tragiques, qui rappellent d'ailleurs la fin également tragique de Jean-Marie Berthier, deux adolescents. Deux drames qui se sont succédés, deux enfants morts dans des accidents de la route, et deux drames qui ont dévasté sa vie et qui probablement ont donné à sa poésie cette dimension d'urgence existentielle et d'écriture à fleur de peau. Alors voici, placé au cœur du livre, ce poème intitulé « J'écris pour eux », dédié donc à Jean-Philippe et Mireille. J'écris pour eux. J'écris pour les caravanes du vent. J'écris pour l'histoire bleue des oiseaux et le cheminement des pierres sous le soleil. J'écris pour eux. J'écris pour l'ombre faite enfant qui n'a pour seule parure que la nuit. J'écris pour redresser l'arbre chancelant. J'écris pour eux. J'écris pour la lente saison des sables, infiniment perdus sous les étoiles. J'écris pour la traversée des songes, sur le méridien du temps, j'écris pour eux. J'écris ce fabuleux passage qui n'en finit pas de frapper à la clôture de l'âge foudroyé. J'écris la vie, étreignant les barbelés de l'aurore. J'écris pour eux. J'écris l'impossible partition de la joie sur les muets barbelés des nuits. J'écris pour eux. Ce qui ne se dit que dans le creux de l'oreille. Ce qui ne se livre que dans le creux de la main. J'écris pour l'infiniment petit, sur les grandes orgues des pluies. J'écris pour eux. J'écris pour l'aventure des bruyères, chandelles de soleil discret au pied des lointaines demeures. J'écris le testament du silence sur les pages vives d'un livre de neige. J'écris pour eux. J'écris pour leurs yeux, le grand voyage de l'eau, sa course dans les montagnes et sous toutes les terres, j'écris cette fraîcheur d'horizon pour eux seuls, attachés à l'ombre défaillante de la mesure humaine. Avec ce poème qui est comme un peu un point d'orgue dans mon propos par sa charge émotionnelle et puis tout simplement sa beauté,
Et puis son caractère universel aussi. Je crois que chaque être peut se retrouver dans un poème comme celui-ci. Peut-être il est temps pour moi de changer un peu de registre et de vous donner quelques renseignements concrets sur l'homme que fut Jean-Marie Berthier. Il est né à Marseille en 1940. Et d'ailleurs, après sa mort, la première rencontre que j'ai faite, c'était à Marseille, à la Belle de Mai, pour une rencontre qui lui était en partie consacrée. Et il avait choisi d'exercer le métier de professeur de lettres en nomade. C'est-à-dire que pendant un quart de siècle, oui, 25 ans, il a sillonné le monde comme professeur. On le trouve à Dakar, au Sénégal, vivant l'Afrique noire, comme s'il y était né. On le trouve quelques années plus tard dans le sud du Vietnam, à Saïgon ou dans d'autres villes, au Laos. On le retrouve en Uruguay, à Montevideo. On va le retrouver par la suite en Nouvelle-Calédonie, en Côte d'Ivoire, dans les Comores. Bref, voilà un homme qui a enseigné sur les 5 continents. C'est intéressant parce que la langue française, vous le savez, il a enseigné la langue française. La langue française est parlée sur les 5 continents. Elle est probablement une des très rares langues au monde à être parlée sur les 5 continents de notre planète. Et lui, il la défendait. Et partout où il passait, il défendait aussi les droits de l'homme, les causes anticoloniales, le respect des femmes, l'égalité donc entre hommes et femmes, entre noirs et blancs, la réparation que probablement dans cette époque post-coloniale, il sentait partout nécessaire. Et à plusieurs reprises, il lui a fallu quitter précipitamment un pays s'il ne voulait pas se retrouver menacé ou emprisonné. C'était le cas notamment à Montevideo. Et c'était une époque pour lui d'une richesse absolument incroyable. Et j'ai cherché dans un entretien qu'il a donné récemment, un passage où il dit ce qu'est le fait de vivre hors de France. Vivre hors de France, disait-il, pendant un quart de siècle, j'ai enseigné pendant tout ce temps la langue française, pose le problème de l'adaptation à des modes de culture différentes, pose aussi la question de l'échange au croisement de ces mêmes cultures. On côtoie des paysages différents, des hommes différents, et dans certains pays, le rythme binaire des saisons, une saison sèche et une saison des pluies, m'a souvent donné la nostalgie de nos 4 saisons. Combien de fois n'ai-je pas dit que je me sentais plus proche de tel homme de la rizière que de tel coopérant français, plus proche de tel collègue ivoirien que de tel collègue français. Et c'était vrai, et cela apporte la preuve de l'impossibilité de toute doctrine raciste, en dehors de la manipulation monstrueuse et absurde de l'homme. On devrait peut-être organiser à l'intention des mouvements racistes qui déshonorent notre pays des séjours à l'étranger, non pas dans des clubs, mais au cœur des villages. Alors peut-être des poings qui se tendent deviendraient des mains qui se serrent. C'est beau et c'est tout simple. Des poings qui se tendent deviendraient des mains qui se serrent, des yeux qui se cherchent et se trouvent. Alors peut-être la haine s'en irait-elle comme un venin et les rictus deviendraient-elles des sourires. Je rêve? Non, j'agis. Voilà, l'expression est magnifique. Je rêve? Non, pas du tout, j'agis. C'est quelqu'un qui avait une sorte de morale de l'action, et en venant dans le train avec le Libé, ou ce pourrait être n'importe quel autre journal de l'édition d'hier, je me disais, si Jean-Marie avait pu venir aujourd'hui, il m'aurait dit, nom de Dieu Bruno, on commence la rencontre par ce qui fait la une de certains journaux hier, c'est-à-dire ces migrants, les sommets de la honte. Accélérer les expulsions, durcir les conditions d'accueil, leur rendre la vie infernale,
À l'heure où de nombreux étrangers tentent de traverser les Alpes à pied au péril de leur vie, le gouvernement opte pour le tout répressif. Il aurait voulu parler de ça, bien entendu. Et il l'aurait fait pour une raison toute simple, c'était parce que, à la fin de sa vie, il avait 77 ans lorsque nous travaillions l'an dernier, il n'était peut-être plus en capacité physique de partir avec un sac dans les Alpes pour aller à la rencontre de ceux qui se perdent sur les chemins, mais 15 ans plus tôt, il l'aurait fait, bien entendu, et il se serait probablement indigné qu'on ne le fasse pas et qu'on ne décide pas de le faire de façon plus large. Donc Jean-Marie Berthier, c'était aussi cela, c'est à la fois un poète lyrique, vous l'avez entendu, mais c'est aussi une voix engagée. Et dans ce petit livre que j'évoquais, Passager d'exil, il nous avait donné également un texte adressé à son premier petit-fils, le petit Matisse que vous voyez donc sur son bras droit. Lorsque le petit Matisse est né, il a fait paraître dans la presse, du côté de Bourg-Saint-Maurice, où il habitait, une lettre à un jeune métis. Et voici ce que dit cette lettre, qui est parue donc dans la presse locale. Tu viens d'avoir 10 mois, et ton beau sourire ne cesse de dire merci à la vie de t'avoir donné le monde à aimer. Ta mère est née à Madagascar et ton père à Pau. Tu es donc le fruit d'un grand amour qui ne connaît pas les frontières, qu'elles soient de couleur ou de culture. Tu ne portes qu'une seule couleur, celle de l'amour et de l'espérance qui t'entourent de leurs ailes de douceur. Mais même si tu l'ignores encore, une bête immonde qui cache sa haine sous de mauvais sourires rôde dans les sombres taillis de l'ignominie. Ce que patiemment des générations d'hommes et de femmes de bonne volonté ont construit contre les hurlements de chiens enragés, contre les monstres de tout poil, contre les nostalgiques de l'horreur absolue, une meute absente aux valeurs humaines fondamentales s'est mise en ordre de bataille pour le détruire. Mais rassure-toi, Matisse, de partout, des hommes et des femmes de ton pays vont se lever pour refuser l'inacceptable et laver la honte qui vient de tomber sur lui comme une mauvaise pluie, acide, intolérable, véritable anomalie dans la construction d'un monde meilleur et plus humain. Voilà. Formidable. Ça, c'est paru dans la presse locale. Et vous voyez aussi cette capacité de s'adresser à un enfant pour s'adresser à tous. Dans le livre que nous avons publié, il y a ce poème que j'ai repris récemment dans l'anthologie Passager d'exil. Un poème qui est formidable parce qu'on peut le lire à un enfant de 8 ans. Je l'ai fait déjà, de lire ce texte à des tout petits. Il s'intitule « Les oiseaux migrateurs ». Les oiseaux migrateurs. Ils vont chercher le soleil vers des ciels à vivre bleus, les hivers oubliés là-bas. Et jamais le ciel ne les repousse, et leurs cris sont des cris de joie. Ce sont des oiseaux. Derrière les barbelés dressés, comme de transparentes potences, ils se pressent en troupeaux d'effets, traqués par les loups impitoyables. Et les cris des enfants font trembler les barbelés de la honte. Ce sont des hommes, et le ciel ne leur appartient pas. Voilà, texte très simple et qui puise sa force de cette simplicité. Dans le même registre, je dirais engagé, puisque depuis quelques minutes, ce sont des textes
assez engagé que je vous lis, il y a ce qu'on pourrait appeler, peut-être, pas tout à fait, mais un peu quand même le poème de circonstance. Le poème écrit après avoir lu quelque chose dans les journaux ou bien entendu une information à la télévision. Le poème écrit lorsque on se sent impuissant à changer l'ordre du monde et que l'on voudrait au moins faire en sorte que change le regard que l'on porte sur le monde. Et le poème que je ne trouve pas. Vous voyez, c'est formidable. S'il était là, je crois qu'il serait très, très amusé par cette situation et il me dirait, mais mon ami Bruno, comme on a bien fait de faire les choses ainsi. Si tu ne trouves pas le texte, c'est que le livre est riche de multiples parcours possibles. Et moi, je lui répondrais, mais est-il possible qu'un poème disparaisse comme ça? Est-ce que c'est une chose envisageable? Et ça l'amuserait au moins autant que ça vous amuse. Alors, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, puisque décidément, ce texte... Ah, le voici. C'est un texte que je trouve assez bouleversant, qui date probablement de quelques années déjà. C'est un texte qui s'intitule « Ils ont tué mon fils », lui qui avait perdu justement un fils tué par un chauffard ivre. Mais vous verrez que le poète prête sa voix à un autre père. Ils ont tué mon fils, Abrahim Bouharam. Ils ont tué mon fils hier en Seine, mais on m'a rapporté son cœur et je le veille sur les griffes de la haine. D'entre la bave et les crocs de l'horreur, je l'ai pris dans mes bras et sous le ciel de tous les hommes, je le berce tout bas. Car je n'ai plus de paroles ni de chansons pour lui parler du printemps. Il n'y a pas de printemps quand mon fils meurt sous les bottes des loups, sous les treillis et les chaînes des fous. Je l'ai pris dans mes bras et sous le ciel de tous les hommes, je le berce tout bas. Des immondices, l'histoire de nouveau fume. Sur les os luisants des crânes vides, les dents s'aiguisent sur l'écorce d'Irictus. Les yeux des bourreaux sont des trous béants qui dressent encore des miradors et font hurler les chiens de la mort. Ils ont tué mon fils hier en Seine parce qu'il avait la peau du soleil. Sur les cendres d'Auschwitz, ils l'ont jeté pendant que des enfants dessinent les cheminées du bonheur d'aimer. C'est aussi quelqu'un qui peut dire des choses extrêmement dures, descendre dans ces tonalités très sombres, extrêmement sombres, dans ces, je dirais, dans ces abysses de l'histoire. Lui qui était aussi entré dans des abysses personnels, en raison des grands drames qu'il avait vécus. Donc c'est quelqu'un qui savait aussi s'installer dans cette tonalité, parce que le poète, à ses yeux, était aussi celui qui devait dire non pour les autres, ou pour aider les autres à le faire, et c'était forcément un éveilleur de conscience. On va marquer une toute petite pause et on va écouter une plage d'un disque, un disque qui a été produit il y a quelques années et qui s'intitule « Maudite soit la guerre ». Nous écoutons donc un court poème de Jean-Marie Berthier. La guerre, ce n'est pas. Ce n'est jamais les drapeaux qui pètent au vent. La guerre, c'est une femme ouverte à deux battants. Balance de cris sur la colline, balance des yeux sur le cœur. C'est une femme ouverte à deux battants. La guerre, ce n'est pas, ce n'est jamais bleu. La guerre, on la dégueule au coin des bois, sans drapeau, sans bouton, sans culotte. La guerre, c'est là-haut, sur la colline. C'est nous n'irons plus au bois, nos mains sont coupées. La guerre, c'est le roi Renaud.
La guerre, ce n'est jamais la chanson du vent dans les bonnets d'âne. La guerre, c'est toujours le bruit du vent dans le trou vert au ventre. La guerre, c'est là-haut, sur la colline. Et nous allons poursuivre avec un poème d'un poète coréen que Jean-Marie n'a pas eu l'occasion de rencontrer. Il s'appelle Ma Chong-ji et il écrit « À quoi sert un poète ?» Et je voudrais qu'on écoute ce morceau, c'est la page 20 du CD, parce qu'il me semble que la réponse n'est jamais donnée dans le poème, mais Jean-Marie, par son action et ses poèmes, apporte des éléments de réponse à ces questions. À quoi sert un poète ? Je voudrais devenir poète. Mais à quoi sert un poète ? En Éthiopie, en Somalie, en Centrafrique, des milliers d'enfants, tout le temps affamés, la peau toute rêche et décharnée, meurent tous les jours, réduits à l'état de déchets. Au Cambodge, au Vietnam, ces enfants qui jouent aujourd'hui en roulant des crânes meurent le lendemain dans le bourbier de la jungle. À l'âge de 10 ans, ils apprennent à tuer. À l'âge de 12 ans, ils tirent à la mitrailleuse. Au Salvador, au Nicaragua, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Du lever au coucher du soleil, côté droit mâche côté gauche frappe côté droit, tête avale queue meurt tout en matraquant tête. Bruit des armes sans un jour de trêve, meurtre sans un jour de répit. Dieu, à quoi sert un poète ? En Iran, en Irak, en Israël, au Liban, dans les plaines de Sibérie, dans tous les coins du monde, Dieu, quelle est l'utilité d'un poète ? Quand j'apprends les tristes nouvelles des gens, les larmes me viennent, cela me serre le cœur. Quand les gens se relèvent de leur peine, tout ému, je trépigne de joie en cachette. Même si le chant de lutte d'un poète est courageux, même si le chant de réconfort d'un poète est émouvant, Dieu, toi qui me disais de ne pas céder à cette tentation, avant que ces douleurs ne surviennent pour moi, en tout cas, dis-le-moi. À quoi sert un poète ? J'ai compris que le rôle du poète était d'ouvrir et non pas de fermer, et qu'il fallait peut-être préserver un apparent inachèvement, ménager un espace pour que d'autres, quelque part dans le monde, participent à l'achèvement du poème, se joignent à l'œuvre dans le regard même qu'ils porteront sur elle, ajoutant une image, une révolte, un silence, un cri, des larmes, un sourire, la mort ou la vie. C'est le début d'un entretien qu'il a donné à un de ses amis, l'écrivain Emmanuel Dallaglio, dans un numéro de la revue Phénix qui lui était consacré. Le numéro qui lui a été consacré est paru quelques semaines avant sa disparition, et donc il prend aujourd'hui une importance considérable. C'était pour lui, qui a toujours publié chez des éditeurs indépendants, ceux qu'on appelle des petits éditeurs, une forme de reconnaissance qui était plus que méritée. Alors Emmanuel Dallaglio lui demande, mais comment la poésie vous est-elle venue ? Et je voudrais vous raconter cela par la bouche de Jean-Marie, parce que c'est assez formidable. Alors il dit ceci. Ma première expérience poétique fut à la fois une profonde émotion et une très vive conscience de cette émotion. Ça, c'est vraiment intéressant. L'émotion et la conscience de l'émotion, c'est peut-être justement dans ce pas de deux ce qui ouvre la brèche de l'écriture.
Je devais avoir 8 ans et nous marchions, ma mère et moi, dans les bois. C'était dans l'Ain, à Montagneux, où nous avons vécu 4 ans après la guerre. Ma mère a soudain ramassé une branche morte et me la tendant m'a dit « Jean-Marie, respire l'odeur de ce bois, sens le parfum de cette branche. » Et j'ai été secoué d'un long frisson. L'après-midi se rapprochait tout à coup de moi. Je ne marchais plus dans un bois, j'étais au cœur même de ce bois, attenant à lui de toutes les vibrations de la lumière, de tous les effluves forestiers, et je garde le souvenir très précis de cet instant comme d'un acte créateur, engendré par la tendre et profonde médiation de ma mère. Je crois fermement que ce n'est pas dans le dire, mais dans le faire que s'enracine la poésie, que l'action, le mouvement, l'histoire des hommes sont la seule terre dans laquelle elle peut véritablement pousser, grandir, être enfin elle-même. Et cet instant vécu fut un acte de foi dans la beauté du monde. Acte de foi et d'amour aussi, qui allait au fil des années, bonheur et malheur réunis, tisser la toile d'une vie. Mais l'origine du mot poésie ne parle-t-elle pas d'elle-même, puisqu'il est né il y a bien longtemps d'un verbe grec qui signifie faire. Voilà, intéressant, hein. Vous voyez, même la petite leçon étymologique n'arrive qu'à la fin et presque dans une hésitation. Hein, Jean-Marie Berthier n'est pas quelqu'un qui affirme comme ça, qui assène des vérités ou qui regarde le lecteur du haut de son savoir, mais qui part toujours des choses immanentes, des états de conscience, des sensations, du rapport au monde. Et puis, on en retiendra quand même cette idée que la beauté du monde, il faut la regarder, il faut s'en emparer comme d'un gouvernail, parce que c'est elle qui nous sauve du désastre que la vie peut parfois générer. Plus loin, dans ce même entretien, lorsque Emmanuel Dallaglio lui demande quelles ont été les influences, quels ont été les grands écrivains qui l'ont influencé, il a cette réponse en forme de sourire, extrêmement belle. Il lui dit « Vous me demandez quelle influence ont marqué mon écriture poétique, mais je suis tenté de vous répondre, comme Miguel Hernandez, l'influence du citronnier de mon jardin a été plus importante pour moi que celle de tous les poètes réunis. » Magnifique. Ouais, c'est vraiment, pour moi, ça, ce sont des grandes leçons de vie, mais aussi d'écriture. Hein. Et puis après, il répond quand même. Des influences, ben oui, mais il y en a eu beaucoup. Et puis, il en cite quelques-unes. Alors, des choses qui peuvent étonner, mais il faut les replacer dans le contexte de leur époque. Il est né en 1940, alors il parle des oraisons funèbres de Bossuet. Il parle de Lamennais. Il parle d'Éluard, d'Aragon, de Saint-Jean-de-Perse, de Miloche, de Jules Laforgue, de Rilke, de Claudel. Et puis il ajoute, non, plus encore Pablo Neruda. Pablo Neruda, comment ne pas se détacher son nom comme une étoile, comme une lumière. Il m'a donné tant de bonheur à le suivre sur ses chemins de pierre, sur le cœur de l'homme, dans le vent lointain de ses amours fuis. J'ai continué à vivre. C'est un vers de Pablo Neruda, que, évidemment, Jean-Marie Berthier prend totalement à son compte. Et puis il ajoute, mais il y a un homme qui a profondément marqué ma vie, un homme que j'ai rencontré avant de le rencontrer. Il parle de Pierre Segers. Par lui, avec lui, je découvris les poètes du monde entier comme autant de trésors, autant de merveilles. Et il lui consacre un long paragraphe qui se termine de la manière suivante. Et bien avant que je le rencontre, cet homme m'apporta sa présence et une aide qui eut pour moi le goût très particulier du miracle.
ou du moins du cygne. J'étais à Anjouan, l'île aux parfums, aux Comores, et seul, peu de temps après la mort de ma fille Mireille, née un 8 décembre. Or, un jour que le ciel était encore pour moi beaucoup plus bas que les autres jours, et beaucoup plus noir, et que mes yeux ne s'ouvraient plus que pour des contingents de poussière, je reçus une lettre de France, un 8 décembre. Et cette lettre, qui me disait des choses merveilleuses sur ma poésie, était celle de Pierre Segers. Alors, j'ai continué à vivre. Voilà pour ce dialogue des poètes. Je terminerai mon propos par un dialogue avec un poète. Je vais terminer par la lecture d'un poème de Jean-Marie, et puis ensuite, je vous ai préparé un petit diaporama qui n'a pas de rapport direct avec lui, mais lorsqu'il est parti au cœur de l'été, le 8 août dernier, dans un accident de la route, alors qu'il était fou de joie parce qu'il venait de recevoir ce livre, nous nous téléphonions tous les jours, et moi j'étais harassé par la préparation d'un autre livre, le premier livre d'art de ma maison d'édition que je vous ai amené, qui s'appelle « Au souffle du vent poupée ». Et Jean-Marie me disait « Mais tu me fais découvrir, moi qui lis des poètes tous les jours, quelqu'un que je ne connais pas encore, le grand poète haïtien Anthony Phelps, de 12 ans son aîné, il a 89 ans aujourd'hui. Anthony Phelps que nous devions recevoir ici il y a 2 ans, mais qui était à ce moment-là souffrant. Et Jean-Marie me dit il faut, quand le livre va paraître au mois de novembre, que tu organises, mon ami Bruno, une rencontre avec lui, peut-être une lecture en commun. Et voilà, nos univers doivent pouvoir se mêler, se rencontrer. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Pour terminer, je vais vous montrer des images d'un livre qui vient de paraître. Et puis, je ferai entendre des mots de poète. Et je commence avec un poème de Jean-Marie, puis je poursuivrai avec quelques poèmes de Jean-Marie Berthier pour clore cette rencontre. Le poème de Jean-Marie que j'ai choisi, nous l'avons placé volontairement à la fin du livre. Il s'intitule « À l'amble des tendresses ». À l'amble des tendresses. Bruissement de sources claires et vent d'automne aux feuilles larges de la peau. L'arbre a soudain le beau visage qu'on lui prête un instant en attendant de l'abattre. Il mesure à la délivrance de son ombre la mouvante portée des cris tracés de nuit par des oiseaux fous. Et sur le songe de ses racines, puise dans la terre meurtrie d'amour le lourd silence de ses origines. Aux volières de ses branches hautes, on pourrait voir passer le jour, si douce est ici la rumeur du soleil. Tressée de feuille en feuille, sur la lisse écorce de la peau qui arrive au vent de griffer, bruissement des terres lointaines et bienveillance des marées, nous allons à l'amble des tendresses. Et donc d'Anthony Phelps, en quelque sorte pour mon ami Jean-Marie, poupée miraculeuse, au bégaiement d'oiseaux pensifs, tu marches vers ta demeure de paille et d'eau, mais quel est soudain ce rythme, comme si tous les tambours avaient troqué leur peau de chèvre contre une autre, plus humaine. Femme de visitation, j'écris pour exaucer la fin d'un transitoire. Mais parfois il me prend fantaisie de battre le rappel de mes fantômes. Je les invite alors à déjeuner, guidant leurs mains aveugles sur la nappe ancienne
des nuits blanches. Ô lampe imaginée, aussi sage que l'huile, tu veilles, paupières vertes, sur la nuit du tapis. La danseuse papillon sur l'escalier de verre écoute bouger l'écho. Ô lampe, paupières vertes. Monarque chiromancien aux ailes inquiètes, volant à l'aveuglette vers un futur dénoué, sans masque ni goudron, j'ai choisi sans contrainte la couleur de mes yeux d'automne. Femme, échappée de mer, j'espère ta présence, chaude parole heureuse, sur arrière-fond de sable, sur arrière-son de mouette. Femme échappée de mer, le siècle se défait d'un long calendrier. Femme en falaise, au croisement des pistes, le temps carrousel ne rattrape pas ses chevaux, mais je me fais bouteille dans ton ciel, une lettre d'amour attachée à ma clé. Vénus des aromates, pour toi je réinvente le chant du rémouleur, et braconnier du verbe, je pose des collets dans ma mémoire, piégeant les dits de l'enfance sur la galerie aux belles de nuit. Par certains soirs d'automne cuivré, les corps lumineux des poètes trépassés réapparaissent, baroques nus, limpides, miroirs du secret des tombes, mages et magiciens de nuages, dans le verger des glaces et du pourpre, ils se cherchent un écho à leur verbe alchimiste. Jadis, un pan de lune, amer comme un saxophoniste aveugle, glissait sur les lamelles du store, quand tes rêves de fer et d'argile agitaient le silence dont se vantait ma bouche. Ô lune, lune cerf-volant, l'été renaîtra sur les mots d'enfance. Le pavé des rues n'appartiendra plus au pas cadencé. La main chantera le temps de l'œillet, les beffrois des villes sonneront l'amour. Femme sortie de l'arbre, lorsque la vie rebat nos cartes, nos mots se font pleines de clés. Il surgit un jardin dans l'eau de tes paupières, sage sagesse de tes yeux. Femme sortie de l'arbre, où mon fantôme parfois me mène à la limite de ton nom, les couleurs me saluent et je redis telle épopée de pierre et de doigts, petite pierre, et en éclat de ma mémoire que j'enfile poupée, drapeau de nulle religion. Épiant les indiscrétions des nuages, nous écoutions le vent porteur de mots de terre. Sans impatience, dans la chute du jour, j'attends ta levée, femme en métamorphose, sachant que la nuit ne saurait nous surprendre sans que ton pas n'y trace son sillon. Que la parole se referme, se désintègre à tout jamais, langue arrachée, nos bouches en cicatrices s'accorderont sans peine, et chacun ouvrira la toile de son cirque sur le jardin des visiteurs et des statues de plumes. Ah, tous mes mots et toutes mes joies, tous mes chants et tous mes jeux, pour une main solaire défiant l'édit inique, pour un seul cri d'enfant redécouvrant la fleur soleil. Faux musicien des mois de mars, en secret, il embrassait les plus belles épousées du monde. Par sésame, les lignes de ses mains réamorçaient les prédictions de la cartomancienne, promesses en relief, beau temps de pommes cannelle. Être enfin en vacances de paupières, dit celui qui se lève au milieu de la nuit pour chanter le lotus de sa femme, le pain lisible de sa chair. Et la dormeuse retrouve le rythme de sa fête, s'y coule en méridienne et fait lever sa rose comme un jardin. À l'heure mauve des flamants, le temps ramoneur d'auréoles m'ouvre son paysage.
balisés d'eau chantante, et d'hommes et femmes de maïs, font crisser le sable et danser l'herbe folle en double pose et baroque en mêlement. Sein bleu, corps bariolé, femmes de bagues en fleurs, les yeux en éventail, tous éléments mêlés, je te chante en tempête et furie, embrasement, rire et choc de verre. Le chant de la victime chante son miel au-delà de l'obsidienne. En peau de lutte et cuir de vie, le chant de la victime chante son chant plus haut que l'octave du fouet. Mon amour, femme méridienne extasiée, qui fera le grillon, qui dira l'alouette, sinon moi écrivant dans mon dos, sinon toi écoutant dans ton dos, toi dans mon dos, moi dans le tien, la vie au blanc où nous font en gouttes, seul et même œil. Femme à la une du poème, tu fais route avec le déchiffreur, le poète ovoïde qui n'a rien de commun avec le palabreur, homme de hâte et de pavot. Comme deux guitares sur un même fauteuil se reconnaissent en 12 cordes. Ici, le rêve est en suspens et me regarde dans les yeux, l'encens de sa parole dessine des lunes immobiles. Les cheminées ne fument plus et les maisons sont dans les rues. Le macadam fleurit des roses de chair à tous les pas de porte. Mon bras est un bouquet de feu, coquelicot d'ondaine, et ma maison est une main qui dit bonjour à tous les hommes. Orchidée nègre, en main de deux, nous recollons comme amulettes ce qui reste de nos jeux, petits morceaux de fête, bribes de joie, éclats de danse, que fécondent les abeilles de ton été, les oiseaux-mouches de mon automne. Voilà, vous venez d'entendre des poèmes d'Anthony Phelps, donc ce poète haïtien qui a passé les 50 dernières années de sa vie en exil au Québec et qui est un poète que je cherche à faire découvrir en France, parce que c'est un immense écrivain, et que Jean-Marie rêvait de rencontrer cet automne pour la sortie de son livre. Les tableaux que vous avez vus, que vous voyez encore, ont été réalisés par une artiste haïtienne qui s'appelle Iris Geneviève Lahens. Et la magie des rencontres est la suivante. Lorsqu'il y a 2 ans, Anthony Phelps, qui avait déjà 86 ans, se rend dans l'atelier de Geneviève Lahens, qui pourrait être sa fille, il est pris par une sorte de vertige. Il a le sentiment qu'il a déjà écrit des poèmes pour ces tableaux qu'il n'avait jamais vus. Et il commence au milieu des tableaux, dans l'atelier, à dire ses textes. Et alors on a vraiment le sentiment que les textes et les tableaux ont été faits ensemble. Vous l'avez entendu, même si cette lecture était un peu rapide. Et il va, ce monsieur, ce grand poète, faire quelque chose de très très étonnant. Il va prendre ses longs poèmes, parce que c'est quelqu'un qui a une écriture ample, et il va les casser, comme on casse des cailloux. Il va les casser comme on casse des cailloux pour en trouver des pierres précieuses. Et tous les fragments de poèmes que je vous ai lus sont extraits, en réalité, de poèmes beaucoup plus longs, qu'il a en quelque sorte éclatés pour en tirer ces fragments de dialogue avec une artiste qu'il venait de découvrir. Jean-Marie Berthier, il y a quelques années, avait fait à peu près la même chose avec un artiste du Grand Ergue occidental, un sculpteur dont j'ai eu l'occasion de parler ici, mais il y a plus de 10 ans, qui s'appelle Rougbi Marouf. Je crois qu'il ne l'avait jamais rencontré, mais je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, il a écrit à partir des pierres ponces, des sculptures
que Rugby Marouf faisait à partir des grès du désert. Et c'était déjà des livres de dialogue. Et puis au-delà, il y a ce dialogue d'écrivain en écrivain, de poète en poète, d'auteur en éditeur, qui constitue en fait une espèce de chaîne de solidarité dans la création littéraire. Voilà. C'est sur cette idée que je voulais terminer. C'est aussi une façon de dire que ça ne s'arrête pas. Voilà. Ça continue. Et le livre qui vient de paraître, Ne te retourne pas, est comme un enfant, en fait, qui démarre sa vie. Voilà, je vous remercie.